Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel interview avec cette fois Rivers Solomon, qui est une autrice américaine. Cette personne se définit comme agenrée, ce qui est très facile en anglais puisque l'anglais est neutre. En français, j'ai du mal à savoir quoi dire, donc je suis désolée. Mais j'ai lu quelque part qu'on pouvait la genrer elle en français. Donc je vais partir sur autrice. Donc, c'est une autrice américaine qui a écrit à l'heure actuelle 3 ouvrages. L'incivilité des fantômes, The Unkindness of Ghosts en anglais, paru aux Forges de Vulcain en grand format et en poche chez J'ai lu. Ensuite, The Deep, Les Abysses, paru pareil grand format aux Forges de Vulcain et petit format chez J'ai lu. The Deep est un peu différent parce qu'inspiré par une chanson de Clipping. Voilà. Et le dernier ouvrage, qui est paru cette fois seulement en grand format puisqu'il vient de paraître, qui est Soroland. Je vais vous faire un petit résumé des 3 livres. Comme ça, vous pourrez mieux suivre l'interview si vous n'avez pas lu les livres. Même si il faut quand même, je vous invite à les lire. Le premier, c'est de la science-fiction pure et dure, dans un futur post-apocalyptique où les humains ont quitté la Terre et sont tous réunis sur un vaisseau autonome alimenté par petit soleil, une étoile qu'ils traînent avec eux. Et donc ce vaisseau s'appelle le Matilda. On y suit les aventures d'Aster, une héroïne un peu particulière qui est en quelque sorte médecin dans les bas-ponts du vaisseau. Et elle essaye de déterminer d'où elle vient et donc qui était sa mère. Et on découvre tout ça, son aventure, à travers le bouquin, que j'ai fortement apprécié. J'ai apprécié les 3 romans. Les Abysses, c'est un livre où on suit Yetu qui est l'historienne des Wandjeru, c'est-à-dire qu'elle regroupe en elle tous les souvenirs de son espèce et de tous les membres. Depuis le début, il y a des historiens et après, il y a une passation d'historiens. Et chacun récupère les souvenirs et il y a une cérémonie où une fois par an, une fois tous les, je sais plus, tous les temps de temps, ils ont un partage de mémoire et ils revivent leurs souvenirs. J'avoue que j'ai trouvé ce roman un peu long au départ parce que dans la narration, il n'y avait pas beaucoup d'action, c'était beaucoup porté sur les émotions liées dessus. Mais après, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Il y a toute une thématique autour de la mémoire, du devoir de mémoire, qui sont très importantes. Soroland, qui a un cadre beaucoup plus proche de nous, ça se passe aux États-Unis, dans les années 1990. Ce sont des États-Unis réimaginés, qui sont, comment dire, où il y a une place plus importante donnée au peuple natif américain, les Lakota, je sais plus leur nom, c'est terrible, The Crows. Elle en parle très bien il y a une note au début, une note à la fin, un remerciement à la fin, et la note de début, je trouve qu'elle en parle très bien. C'est les Crows, les Sioux et les Arapaos, mais aussi il y a les Lakota aussi. Donc, c'est Soroland. Soroland, on suit l'histoire de Verne. Verne, qui est une jeune fille qui s'est échappée de la secte où elle a grandi, le pays de Caïn. Donc une secte afro-américaine avec des revendications d'indépendance. Voilà. On va avoir toute une partie de retour à la nature dans ce livre avant de revenir vers une civilisation en quelque sorte. Je vais pas vous décrire plus. Je vous invite à les lire. Voilà. Dans l'interview, vous entendrez peut-être 3 voix. Il y a moi, donc, Astra Bloom, Rivers Solomon et David Molmans, l'éditeur, le directeur de la maison d'édition des Forges de Vulcain, qui a eu la bonté de jouer le traducteur pour nous, pour des raisons pratiques
pour peut-être pour l'interview, ça a évité de sous-titrer. J'ai lu donc les livres en version française et non en version originale, et je ne savais pas si certains noms avaient changé entre les deux versions, et c'était tout simplement idéal qu'il puisse traduire, puisque dans tous les cas, il avait lu les livres et il savait comment le retranscrire à Rivers, ce que je n'aurais pas su forcément faire en pleine interview. Bonne interview à vous et on se retrouve bientôt pour d'autres contenus. Bonjour Rivers. Bonjour. Merci. Hi Rivers. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Of course, yes. Donc j'avais quelques questions sur vos 3 livres. J'ai lu les 3. I have questions about your 3 novels. I've read and loved your 3 novels. And I love it. La première question est pourquoi écrivez-vous? Oh, so first question, why do you write? I write because I love it. It's, why do some people ride bikes or climb mountains or anything? Because it's something I've wanted to do. I like telling stories. I like the sense of wonder and imagination that writing allows, and it allows me to make a world that's different than our own, which I think is necessary. Alors j'écris parce que j'écris, c'est-à-dire que c'est naturel pour moi, comme il est naturel pour certaines personnes de faire du vélo, d'escalader des montagnes. J'aime l'écriture parce que j'aime l'imagination, j'aime ce moment d'émerveillement, ce sense of wonder qu'il y a dans l'écriture. Et aussi j'aime écrire parce que ça permet aussi d'ouvrir des pistes pour changer le monde, parce que je pense que le monde doit être changé. Comment est-ce que vous commencez la construction de votre univers? When you're about to write a novel, How do you world build? yes. Do you do world building? No. Usually the world comes after the story and the story comes after a character. So usually, sometimes I'll have an inkling of an idea for a plot or something that will happen or a scene, but usually I start with the voice of a particular person and then everything comes after that. Non, en fait, je ne fais pas vraiment de world building. D'abord, il y a les personnages inspirent l'intrigue, et l'intrigue, le world building. Alors, effectivement, parfois, j'ai une petite intuition au sujet de l'histoire, au sujet du monde que je vais créer, mais en fait, ce qui m'intéresse tout d'abord, c'est la voix du personnage, c'est ce qui est premier, et tout ce qui découle tout le reste découle de là. I will also say that every story or project is different, so the way I approach one is not necessarily the same as how I will approach another. Et je tiens à préciser aussi que chacun de mes projets est différent. Ça veut dire que la manière dont je procède sur un roman peut être très différente de la manière dont je procède sur le roman qui suit. Merci. Qu'est-ce qui vous inspire? What inspires you? History, the hope and promise of liberation and abolition, poetry, and the possibilities of language and how it can make people feel and reach people. Alors beaucoup de choses m'inspirent. Tout d'abord, il y a l'histoire, la lecture de l'histoire. Ensuite, il y a bien sûr les nombreuses, la notion de justice, la possibilité en fait, la poésie et la libération, la possibilité de libération, d'émancipation qui peut être apportée par l'écriture, et de manière générale comment la langue même apporte quelque chose aux gens et peut être cet outil de libération. Je propose qu'on passe sur une question plus ciblée sur le premier roman. So now we are moving to the first novel.
Donc ce roman, c'est un peu de contexte, vous avez pas compris. Ce roman se déroule sur le Matilda, un vaisseau qui vogue entre guillemets dans l'espace à la recherche de la Terre promise. Il est construit en différents ponts. Chaque pont a le nom d'une lettre de l'alphabet. Et plus les ponts sont hauts, plus ce sont des gens importants et des gens respectés. Et plus c'est bas, plus ça se rapproche de l'esclavage. Pourquoi le vaisseau pourquoi le Matilda est organisé ainsi selon cette rencontre? Why is the Matilda organized with the system of debts? Because I think in many ways our society is still organized in this way, and also I'm taking inspiration from different historical systems. So obviously American chattel slavery and slavery that existed throughout the Americas and the Caribbean, but sort of stratified systems of organizing people, and these hierarchies have existed in many human societies, and so it seemed in many ways, as awful as it is, quite natural, because it's something that comes up again and again, and so I want to explore these systems of domination. Comme je l'ai dit, je suis beaucoup inspiré par l'histoire, et donc c'est finalement assez naturel que le Matilda soit organisé avec ce système de ponts et de hiérarchie. Ma première inspiration, c'est bien sûr l'histoire américaine, l'histoire de l'esclavage aux États-Unis, mais aussi de manière plus générale l'esclavagisme des Noirs sur la zone des Amériques en général, c'est-à-dire en comprenant aussi par exemple la Caraïbe ou l'Amérique du Sud. Mais en fait, quand on creuse un peu, on se rend compte que la mise en place de ces systèmes de domination, c'est quelque chose de récurrent dans l'ensemble de l'histoire, l'ensemble des terres géographiques. Donc pour moi, c'était absolument naturel de construire le Matilda de cette façon. Comment avez-vous créé les habitants du Matilda, construit les personnages de roman? How did you create your characters and the characters of the Matilda? They're all inspired by me, to be perfectly frank. And when I say me, I'm not saying I've copied myself, but my own things that are true for me are often true for my characters as well. From my friends and family. Specifically, when I made Asta, I wanted to make someone who was very outside of things, an outsider, because that's how I felt a large portion of my life. And I also think it's an important lens. When you're outside of society, you can often view it more accurately or objectively. Or if not objectively, from the lens of oppression, which is an important lens and can point to society's ills. So, yeah. Alors, une des sources d'inspiration, c'est bien sûr moi, c'est-à-dire que dans mes personnages, je retrouve beaucoup d'aspects de moi-même, je mets beaucoup de moi-même, pas nécessairement moi en tant que personne, mais moi et mes amis aussi, sur certains traits de caractère importants. Surtout dans le personnage d'Aster, qui est le personnage principal de l'incivilité des fantômes. Aster a une perspective très particulière sur le monde, qui est une perspective qui est aussi ma perspective, c'est-à-dire une perspective d'une personne qui est un peu outsider, qui est un outsider, ou un personnage un peu dans les marges, parce que avoir ce point de vue externe, alors, on pourrait dire que ça donne un point de vue objectif sur la société, c'est pas tout à fait le cas, mais au moins ça donne un point de vue qui est original et peut-être plus vrai, et en tout cas c'est un point de vue qui parle aux personnes qui sont des outsiders. Une petite question sur la cuisine. On parle beaucoup de cuisine, la différence entre la cuisine de lieutenant et la cuisine de mélusine, qui est une cuisine qu'on pourrait faire ici. D'où viennent ces recettes, ces plats?
Oh, a trick question about cooking on the Matilda, because it's where do the cooking on the come on the Matilda? What's your inspiration? I love food. Is the main inspiration. So even when I made a spaceship or a space vessel, and which is often associated with vacuum sealed, dehydrated food, disgusting stuff, and so but I couldn't do that to my beloved Asta and Giselle and Theo and all of my characters because food is something that's been very important in my upbringing and my history and my black ancestry, and making truly delicious soul restoring food out of nothing and out of weeds. So it was very important to me that the cooking be delicious and that the food be good, and that the kitchen was a source of warmth. Alors, si les cuisines et la nourriture sont si importantes dans l'intimité des fantômes, c'est parce que tout simplement, moi j'adore la cuisine, j'adore manger, et il faut voir aussi que dans ma propre éducation, c'est un élément important de mon éducation. C'était habituellement l'imaginaire qu'on associe à la nourriture dans l'espace, la nourriture qui est déshydratée, tout est sous plastique, tout est sous vide. Et moi, je ne me sentais pas d'imposer cette cruauté sur le personnage d'Aster. Et donc, c'était important pour moi que ce soit la nourriture qui soit chaude, chaleureuse, qui soit une source de réconfort. Et c'est pour ça que la cuisine et les cuisines dans le Matilda ont ce rôle important. Merci. On va passer au deuxième roman, Les Abysses. We're going to move to the deep. Okay. Donc, petit résumé, Les Abysses est un roman de fantasy où l'on suit Yetu, une Wandjirou, une sorte de sirène. Là, le livre est inspiré d'une chanson éponyme rechantée par De Kalping. Comment vous est née l'envie d'écrire un roman sur cette chanson? Okay, so about the deep was inspired by a song. How did you come up with the idea of writing about this song? The Deep is quite unique in that I did not come up with this idea on my own. An editor reached out to me and said, "Hey, have you ever heard of this song? I loved your first book, and I think that your themes have a lot in common with the themes in this song, and that you would be perfect to expand the song in some way into a book. Are you interested? Here's a link to the song." And I listened to the song and I was like, yes, I can see why you thought of me, and I was on board. I think that the idea of that's in the original song of sort of pregnant women being thrown overboard and sort of turning into these underwater beings has been an idea in African American folklore and other diasporic folklore, so it's not as if I'd never heard of the idea, but it's not my own. Alors, ce projet, enfin, The Deep, c'est un texte qui est un peu exceptionnel dans mon œuvre, parce que Les Abysses, c'est pas moi qui ai eu l'idée initiale. En fait, j'ai été contacté par un éditeur qui m'a dit « Ah, j'ai lu votre premier roman, L'intimité des fantômes, j'ai adoré, et en fait j'ai peut-être une idée, est-ce que vous connaissez cette chanson de The Clipping, parce que je pense que vous pourriez peut-être contribuer à étendre encore l'univers de cette chanson, de cette mythologie, de ce folklore. » Et donc il m'a envoyé le lien, j'ai écouté, j'ai adoré, et j'étais
partant tout de suite pour contribuer. Et en fait, il faut voir que initialement je ne connaissais pas cette chanson, mais cette idée que les femmes noires qui étaient enceintes pendant la traversée de l'Atlantique lors de la traite des Noirs, que ces femmes pouvaient être jetées à l'eau et se transformer en créatures sous-marines. C'est une sorte de mythologie ou un folklore que j'avais déjà entendu. Donc j'étais familier avec ce folklore, même si effectivement je ne connaissais pas la chanson. Et le centre de ce roman, c'est la mémoire. C'est la vision de la mémoire et l'histoire de ce peuple, le devoir de mémoire. Pourquoi en avoir fait le sujet vraiment. So the book is about memory and duty in a way, and how we write and how we say the history of the people. So why did you pick this specific topic as the heart of the story? I think because I think that memory is complicated, and that it brings us all of our meaning, and who we are is defined by where we've been, and a person's story doesn't start when they're born. It kind of starts with their parents' story in a way, and where they live started before they were born. All of this past is part of who we are. But also, even though memory brings this beauty to us, our sense of selves, it also comes with a lot of pain. And it's a really difficult tension to resolve how much we need to respect memory, because it's certainly not all that we are, but it's an important part of who we are. And I think it's something that we are reckoning with every day in our lives now when we think about the history of colonialism and even things like industrialization and how that relates to climate change and all of these things. Sorry, that's a lot to translate. Non, la mémoire, c'est une chose qui est extrêmement complexe, au sens où quand quelqu'un vient au monde, en fait, son histoire personnelle ne commence pas avec sa naissance, mais est déjà porteuse de l'histoire de ses parents et de la société avant elle, de ses ancêtres. Et donc il y a aussi dedans plein d'aspects différents, et notamment souvent des aspects traumatiques dont on hérite, qui peuvent être extrêmement variés. Effectivement, il y a la colonisation, il y a l'industrialisation, toutes sortes de choses complexes dont on hérite et qui nécessitent donc un traitement particulier. Donc c'est un sujet extrêmement important. Merci. Je pense qu'on va passer sur le dernier roman, sur Roland. We're going to move to Soroland. C'est une vision des États-Unis qui s'oppose à l'American Dream. C'est un retour à la nature, contrairement aux autres romans qui étaient quand même très civilisés. Pourquoi partir dans cette direction-là? Oh, okay. So I see in your novel, Soroland, something rather new. It's a novel that is a critic of the United States, and the other novels were also critics of the United States. But the other novels were about civilization, and in this novel, basically the character is going back to nature at one point. So this is like a new feature. Do you feel it's a new feature in your work? A new topic? I do. I think what's different about Soroland is that, and I've talked about this a little bit before, is that the deep and unkindness of ghosts are, even though they're about our world, they take place kind of far away. And Soroland
is very much set on a contemporary, recognizable American soil. And the reason I do have Vern live in the woods or flee into the woods is because even with all of the tragedy that's happened in the country, all of the sorrow, there's still something new and to be found in the wild or in the land, in earth, and it's rich with possibility, I guess. And so I wanted to counter those two things, the idea of the state and society and civilization, and the possibility of nature and our place within nature. Oui, alors tous mes romans sont dans une dimension critique de l'Amérique, mais mes deux premiers romans étaient dans un environnement qui était un environnement imaginaire, soit l'espace, soit les fonds sous-marins. Là, en fait, on est dans un monde contemporain qui est notre monde d'une certaine façon, et donc pour moi, c'était l'occasion d'aborder un thème qui est très important pour moi, dont j'ai déjà eu l'occasion un peu de parler. C'est une forme de retour à la terre comme étant à la fois les pays, le sol et la nature, c'est-à-dire un endroit où on peut poser nos racines, quelque chose qui nous conditionne. Donc c'était l'occasion aussi de parler du lien des êtres humains avec la nature, ce qui était une chose plutôt absente de mes précédents romans. Il me reste deux questions, ça va? Two more questions, is it okay? Yes. Donc, alors, la maladie de Vern, je ne veux pas spoiler, je ne veux pas aller plus dans les détails, mais comment on est venu, d'où vient l'idée, comment elle s'est construite? Okay, I don't want to spoil anything for our viewers, so I would say Vern has a kind of disease, how did you come up with this idea? Essentially, and this isn't too much of a spoiler, it's hinted at on the back of the book, is that Vern is undergoing some sort of disease, or she doesn't know what's happening to herself. And I think this is in many ways, it's a metaphor for all of the ways that we transform and change, the ways that our bodies in some ways are not fully under our control. So things like aging and pregnancy and disease and disability and all of these things. And it can be painful, but also it can be powerful, and we emerge into new versions of ourselves. And there's also a very big metaphor for me of sort of queerness and transness and sort of the awakening that can happen within your body. Oui, effectivement, c'est pas complètement un spoiler parce que sur la couverture du livre, on suggère un peu que Vern va subir une transformation. Alors, cette maladie, entre guillemets, pour moi, c'est une métaphore du corps comme quelque chose qui peut complètement nous échapper, qui nous échappe de toute façon par le vieillissement, par la grossesse, par la maladie. Et ça peut être vu comme quelque chose de négatif, mais ça peut être vu aussi comme quelque chose d'émancipateur ou de libérateur. Pour moi, c'est important parce que c'est aussi une métaphore une métaphore queer, qui est une métaphore où on voit comment on peut apparaître, avoir une nouvelle version de nous-mêmes, une version meilleure de nous-mêmes. Donc c'était important pour moi que c'est un moyen aussi de parler de transidentité aussi. Et donc c'est vraiment cette idée de transformation, pas nécessairement comme quelque chose de toujours négatif, mais la transformation du corps comme quelque chose d'émancipateur. Très bien, merci. Et du coup, la dernière question. Bon, je l'ai plus centrée sur ce Roland, mais elle parle un peu dans les trois romans, puisque c'est la question de la religion qui est très présente. Okay, so it would be a question about your three novels.
she will ask about Solan, but feel free to expand to all your novels, because it will be about religion, topic that is in all your novels. Donc, la religion de Sir Roland est très particulière, enfin, c'est presque une secte, enfin, c'est comme si. Pourquoi, comment avez-vous construit cette religion et pourquoi est-elle aussi présente? Pourquoi ce choix-là? Et cette dernière question s'applique à tous les romans, puisqu'elle est dans les 3 romans, même si c'est des formes très différentes et des approches des personnages aussi très différentes. Okay, in Sir Roland there is a cult, and there is a threefold question. It's why a cult? How did you shape or design this cult? And what is your take on religion in all your 3 novels? Okay, first, why a cult? Because I think all of us, especially many of us who have not been in a cult, we don't understand how people could get drawn into something that from the outside looks so clearly awful. But to me, I think society itself is so awful and actually doesn't have that much that's different from a cult. Every day, we are wrapped up and attached to oppressive beliefs, and I think in many ways a cult is a larger reflection of our society. So that's why a cult. I think a cult gets at the heart of why do we do these awful things? Why do we perpetuate these awful systems? And a cult seems like a way to examine that. Do you want to translate that first, or should I go? Oui, alors en fait, dans Sir Roland, il est question d'une secte. La plupart d'entre nous, on n'a pas vécu, on ne vit pas dans les sectes, donc on peut parfois avoir du mal à comprendre comment une personne se retrouve dans une secte ou vit dans une secte avec une vision du monde qui peut être un peu délirante. Mais en fait, pour moi, d'une certaine façon, la société normale a des aspects d'une secte parce que c'est un endroit où on a des croyances qui sont extrêmement fortes, qui peuvent être très mortifères, et on ne les questionne pas comme dans une secte. Et pour moi, de ce côté-là, une secte, c'est une bonne métaphore de l'ensemble de la société, qui permet aussi d'expliquer pourquoi on peut faire des choses extrêmement cruelles aux autres, personnellement ou collectivement, parce qu'en fait on a ce type de croyances qui nous enferment et qui sont des croyances parfois extrêmement oppressives. As far as how I designed the cult, it was very much inspired by various Black American, Black separatist or nationalist religions that cropped up kind of in the mid-20th century, and which is not to necessarily denigrate those religious groups as cults, but the beliefs of the group that I've created shares much in common, I wanted to examine how something that's a good idea also can get twisted. So I don't think there's anything inherently wrong with the idea of a group deciding let's buy some land and work towards Black liberation, and that could be great, but it did go wrong, and I wanted to examine sort of all of the reasons why it did, and why it often does go wrong. Oui, alors une de mes grandes sources d'inspiration, c'est le mouvement qu'on pourrait qualifier de sectaire noir américain du XXe siècle, plutôt vers le milieu du XXe siècle, qui sont les mouvements séparatistes. En fait, en soi, mon but, c'était pas de critiquer ces mouvements, mais plus de m'inspirer de leur naissance et de leur fonctionnement.
en soi, je trouve que ça peut être toujours une bonne idée que des gens d'intérêt commun, de croyances communes, se groupent, achètent un bout de territoire et essayent de créer quelque chose dessus. Mais très souvent, ce type d'aventure ou d'expérience tourne assez mal. Et donc pour moi, l'idée, c'était pas de critiquer ces mouvements en particulier, mais d'examiner comment ces mouvements se créent et comment très souvent ça dégénère en quelque chose de néfaste. And lastly, religion and all of my books or spirituality, I think I've had an interesting religious upbringing myself, and I'm very fascinated by the different shapes and roles that it can take in people's lives. I also went to a very fundamentalist Christian school that was very traumatizing, and I became an atheist at a very young age, and sort of rejected my own religious upbringing. But now that's not the case anymore. I have a wonderful relationship with my sort of spiritual beliefs and religion, which is not Christianity, but yeah, and so I want to explore the ways that historically religion has been a tool of domination, but also how for some people it can be liberating, and there is a part of ourselves that, you know, for some people needs some sort of nurturance that's beyond the material world. And I'll share one thing, which is that in Saarland, Vern is very, very anti-religion. She's anti the religion that she's grown up with. She's very anti-Christianity, and probably does not consider herself a believer in any way, which I think is beautiful and good for her. But then there's also Gogo and Bridget, who are characters that she encounters, who have very rich spiritual tradition, and, you know, use their traditions to pray with her and to, you know, help her survive. So I wanted to show the different ways that religion can be used. Oui, alors dans tous mes romans, il y a toujours une dimension spirituelle d'une certaine façon, au sens où moi, personnellement, c'est un moyen de réfléchir à la propre éducation religieuse que j'ai pu recevoir. J'ai reçu une éducation religieuse qui était chrétienne, et puis j'ai été, par exemple, scolarisé dans des établissements religieux qui ont une dimension fondamentaliste. Ça a provoqué chez moi un rejet à un âge assez jeune de la religion. Je suis devenu athée relativement jeune face à la violence de ces institutions scolaires. Alors bien sûr maintenant c'est un peu différent parce que au contraire je suis en paix avec mes propres croyances religieuses aujourd'hui qui ne relèvent pas du christianisme, mais pour vous donner quand même un élément un peu plus vaste, effectivement le personnage de Vern dans le roman Saarland, c'est un personnage qui est athée, qui est très anti-religieux, qui n'a pas de foi, et c'est très bien, c'est parfait pour elle, c'est ce qu'il lui faut. Mais il y a aussi dans mon roman des personnages comme Gogo et Bridget qui ont une foi religieuse. Donc en fait, dans mon texte, il y a une forme de... Il y a toujours cette réflexion sur une forme de spiritualité. Yeah, merci beaucoup, Paxot, for the interview. Vraiment, j'ai adoré. I loved it. I adored it. Au revoir.